Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, 88 écoles pour 88 localités de Diguira et d'Aboula. C'est le fruit de la coopération guinéo-allemande. Toutes ces écoles sont aujourd'hui opérationnelles. Et puis dans la vallée de Conakry, la mesure qui vise à désengorger les acteurs publics tarde encore à se concrétiser entre les abords de la voie publique sont à nouveau investis par les marchands. Enfin, plus de 50 cases parties dans les flammes sur le bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans le village de Karako, préfecture de Kouroussa, à l'attente des bonnes volontés. Les sinistrés dorment à la belle étoile. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal ouverture ce samedi de la 26e section ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et regroupe une quarantaine de chefs de l'État et de gouvernement au cœur des débats, la lutte contre le terrorisme et le développement du continent. Ibrahim Keïta, envoyé spécial. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est là où se déroulent les travaux de la 26e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement du continent. Plus de 40 d'entre eux, dont le président de la République, professeur Alpha Condé, ont répondu à l'invitation de cette année. Au cours des travaux, toutes les questions intéressant la vie de l'Afrique ont été évoquées. Dans son intervention, la présidente de la Commission de l'Union africaine a apprécié les efforts fournis par les différents pays membres de cette organisation panafricaine dans la consolidation de la paix et de la démocratie sur le continent. Nkosazana Dlamini Zuma indiquera que l'Afrique est à la croisée des chemins dans la concrétisation des objectifs de développement durable avec la clé, le développement technologique. Pour la présidente de l'Union africaine, il s'agit de renforcer la solidarité entre les États, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Le cas récent de Burkina Faso a été une fois de plus condamné par la présidente de l'Union africaine qui, du coup, a demandé à l'Union africaine de mûrir la question. La 26e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement du continent a rendu hommage à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone pour avoir mis hors de leur territoire respectif le virus hémorragique Ebola. Les 17 objectifs de développement durable cadrent parfaitement avec vos propres ambitions, telles qu'annoncées dans l'agenda 2063. Mais le plus dur reste à faire. Dans les aux décisions prises, il faut pour cela que les pays riches s'appliquent de leurs engagements en mettant en œuvre le dispositif de financement du développement adopté ici, à Addis Abeba. Il faut qu'ils partagent les connaissances et transfèrent les technologies voulues. Il faut aussi qu'un engagement fondamental soit pris en faveur de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Cet engagement, nous l'avons vu se manifester lorsqu'il a fallu endiguer l'épidémie d'Ebola l'année dernière. Le peuple et le pouvoir public des pays touchés ont su faire ce qu'il fallait. Le président Condé, Ouattara et Johnson Sirleaf ont fait preuve d'une remarquable sagesse politique. Merci beaucoup. L'exercice Robert Mugabe a plaidé pour une Afrique unie et pour cela, le Zimbabwéen Robert Mugabe a appelé ses pairs à une synergie d'action afin de faire de l'Union africaine le fer de lance du développement du continent. En marge des travaux, plusieurs rencontres bilatérales sont au programme du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous y reviendrons. En marge des travaux du sommet de l'Union africaine, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a rencontré ses homologues des pays membres de l'OMVG. La réorganisation de cette instance sous-régionale était au centre de la rencontre. Ibrahim Keïta, envoyé spécial. Sortir l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie de son long sommeil, tel est l'objectif de cette rencontre extraordinaire convoquée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cela en marge des travaux de la 26e conférence des chefs d'État du gouvernement.
des 52 pays membres de l'Union africaine. La présente rencontre fait suite à celle des ministres des pays membres de l'UMVG. Il s'agissait alors pour les chefs d'État et de délégation de réfléchir sur la relance des activités de cette autre organisation sous-régionale qui était en perte de vitesse. Professeur Alpha Condé, dans son introduction, a demandé aux participants de profiter de l'offre des partenaires. L'Afrique a mis comme priorité l'électricité, puisque nous avons estimé que l'énergie renouvelable va être la base du développement de l'Afrique et que cela peut faire de l'Afrique l'usine du monde. Et aussi, ça arrive à un moment aussi où le président Labad aussi a lancé son programme New Deal pour l'énergie, en prévoyant de mettre 12 milliards de dollars sur 5 ans, etc. Nous avons aussi les promesses qui ont été faites lors du COP21. Mais comme vous savez toujours, les promesses c'est une chose, mais la réalisation c'est autre chose. Donc nous avons, lors de la rencontre de Davos, nous avons demandé qu'avant le COP22 au Maroc, qu'au moins les sommes annoncées commencent à être mises à la disposition des projets qui sont déjà avancés. C'est que le cas de l'OMVG. Il était alors indispensable de réfléchir sur la conclusion des travaux des ministres des pays membres. Une conclusion qui a d'ailleurs proposé la mise en place d'une agence de gestion des barrages communs de Sabangalou et du réseau de transport de l'énergie électrique dans l'espace de l'OMVG. Des positions qui ont un objectif commun. C'est justement dans le sens de respecter la tradition au sein de l'institution que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a passé le témoin à son frère et ami Yaya Jammeh de la Gambie. C'est donc dans la vision de faire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie un autre exemple dans la sous-région que les pays membres ont passé en revue tous les aspects liés à la réalisation des projets de cette organisation dans l'optique de soulager les populations des pays membres. C'est après discussion et amendement que le projet de création de l'agence de gestion des barrages communs de Sabangalou et du réseau de transport de l'énergie électrique a été adopté. Le communiqué final de la République islamique de Gambie, conduit par son Excellence cher professeur Dr Alhaji Yaya Adjidji Jammeh Babilou Mansa, président de la République islamique de Gambie. La délégation de la République de Guinée, conduite par son Excellence président de la République de Guinée. La délégation de la République de Guinée-Bissau, conduite par M. le ministre des Affaires étrangères. La délégation de la République du Sénégal, conduite par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours de son Excellence M. le président Alpha Condé, président de la République de Guinée. Il a d'abord souhaité la bienvenue à ses collègues et à leurs délégations respectives et les a remerciés d'avoir bien voulu aménager leur calendrier pour permettre la tenue de cette importante rencontre. Il a mis l'accent sur la particularité de cette première session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui constitue un événement historique et symbolique pour sa tenue en terre africaine à Addis Abeba le 29 janvier 2016. La conférence des chefs d'État et du gouvernement. Après avoir paraphé le document à la fin des travaux, les chefs d'État se sont exprimés avec espoir afin que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie soit un ouf de soulagement pour les populations des pays membres. Et puis ce communiqué conjoint relatif à l'application des cotisations sociales sur les rémunérations des agents de l'État, ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, ministère du budget. En application des accords relatifs aux négociations syndicales datant de janvier 2015, le gouvernement a procédé à la création de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Ces deux institutions sont destinées à satisfaire les demandes d'accès à des services sociaux exprimées par les travailleurs de la fonction publique et notamment les branches vieillesse, invalidité et survivants, maladies, risques professionnels et prestations familiales. Il est prévu que les contributions s'effectuent conformément à ce qui est pratiqué dans le secteur privé de la manière suivante.
Une contribution à hauteur de 5% applicable au salaire indiciaire pour la cotisation salariale perçue par voie de retenue à la source et une contribution à hauteur de 18% de la masse salariale indiciaire au titre de la contribution patronale supportée par l'État. Afin de respecter son obligation de rendre ces deux instances opérationnelles, le gouvernement a procédé à l'inscription budgétaire des contributions retenues au titre de la loi de finances de l'année 2016. Ainsi, et conformément à la loi de finances 2016 dans son article 19 qui instaure cette cotisation sociale, les services de l'État en charge de la paye ont automatiquement programmé le démarrage des dites contributions sur le salaire du mois de janvier 2016. Compte tenu des incompréhensions engendrées par l'application de cette mesure et sur demande des partenaires sociaux, le gouvernement a décidé de suspendre la procédure de prélèvement jusqu'à son approbation et son appropriation complète et définitive par tous les acteurs concernés. En conséquence, les sommes prélevées feront l'objet des remboursements par appel sur la solde du mois de février 2016 pour l'ensemble des travailleurs concernés. Conakry, le 30 janvier 2016, ministre par intérim de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, Damantan Albert Camara, et ministre du budget Mohamed Lamine Doumbouya. La société civile guinéenne était hier face au tarif extérieur commun TSE, un document émis par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est pour renforcer l'intégration sous-régionale. La connaissance de ce document permettrait aux acteurs économiques et les consommateurs de tirer profit de son application dans la zone ouest africaine. Sekou Fernand Kourouma, Nabilaï Mambia Kamara. Ce document, les membres de la société civile guinéenne le scrutent minutieusement. C'est un instrument important pour l'intégration régionale. Le tarif extérieur commun est né en 2006, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agit au cours de cet atelier d'expliquer certains concepts aux membres de la société civile, à savoir la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique ou l'union politique, des concepts indispensables à la compréhension du TEC. Le tarif extérieur commun qui consiste à harmoniser les droits et taxes d'entrée sur les frontières terrestres des 15 membres de la CEDEAO permettra d'augmenter d'abord le volume, le flux des marchandises dans la zone communautaire. À l'origine, le TEC était fondé sur celui de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, avec comme caractéristique un tarif à 4 bandes, des bandes auxquelles s'est ajoutée une 5e. Elle concerne les biens sociaux essentiels 0%, les produits de première nécessité 5%, les produits intermédiaires 10%, les biens de consommation 20% et les produits spécifiques pour le développement économique 35%. Cet outil peut aider s'il est bien encadré, suivi et appliqué à part égale dans tous les États. Le TEC, une fois cerné par les populations guinéennes, favoriserait une embellie économique. Les cadres du ministère du Commerce étaient récemment en conclave sur le droit à la concurrence. La rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur et devrait déboucher sur la commerciale en Guinée. C'est une initiative du ministère du Commerce en collaboration avec l'organisation de la conférence islamique aussi. Explication, il a Gercé Domagnaï. Depuis la libéralisation de l'économie en Guinée, la concurrence est installée entre les opérateurs économiques et c'est pour connaître les fondements du droit à la concurrence que cette rencontre se tient à Conakry. Ce droit de la concurrence qui est un droit fondamental pour la protection des intérêts des opérateurs économiques et pour l'attraction des investissements. La Guinée, c'est un pays libéral, c'est un pays qui a comme conviction économique, politique, la libéralisation de l'économie. Entre autres thèmes développés au cours de ce conclave, les fondements du droit à la concurrence, la pratique de ce droit et l'interaction entre le droit de la concurrence et celui de la protection des consommateurs. En matière de concurrence, il y en a qui parlent souvent de concurrence déloyale et donc ces cadres seront à mesure de travailler dans ce sens et pourquoi pas dans les négociations pour la fixation du juste prix. Et dans la réglementation des prix aussi, il faut savoir qu'il faut avoir des connaissances pour amener les opérateurs à fixer un prix raisonnable.
Pendant 2 jours, ces cadres venus des secteurs impliqués dans le commerce ont peaufiné les stratégies pour gérer la concurrence sur le marché guinéen. Et puis, dans le cadre de l'approvisionnement correct des populations d'arrêt alimentaire de première nécessité, le ministre du Commerce demande instamment à tous les opérateurs économiques du secteur alimentaire de continuer à respecter les prix tels que pratiqués jusqu'à maintenant. Il s'agit des prix du riz titan, 25% de brisure, de la farine boulangère, de l'huile raffinée, de la purée de tomates et de l'oignon. Le ministre rappelle que le gouvernement continue la tenue des réunions de concertation avec toutes les parties prenantes dans le cadre des nouvelles dispositions fiscales de la loi des finances 2016. Comme toujours, le ministre du Commerce sait compter sur l'esprit civique de chacun et de tous. Conakry le 30 janvier 2016, le ministre Marc Yambounou. Comme annoncé dans les titres, 88 écoles pour 88 communautés de Dinguira et d'Aboula. C'est le fruit de la coopération guinéo-allemande. Les travaux ont été exécutés par Plan International Guinée. Toutes ces écoles sont aujourd'hui opérationnelles. Un véritable ouf de soulagement pour le système éducatif guinéen. Le point avec Amadou Touré. Grâce à la coopération allemande à travers la GIZ et la Banque allemande de développement KfW, 88 écoles de 3 salles de classe chacune sont réalisées dans 88 localités de Daboula et d'Engiraï. Ce sont des écoles entièrement achevées, équipées et dotées de manuels scolaires, des points d'eau et des aires de jeu. Les travaux sont exécutés par Plan International. Vous savez que Plan International, notre point central, c'est les enfants, les droits des enfants. Et c'est dans ce cadre que nous sommes une organisation qui collabore, qui coopère avec l'État, et ici l'État guinéen à travers le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, pour appuyer les efforts de l'État guinéen à faire en sorte que les droits des enfants, notamment les droits des enfants dans le domaine de l'éducation, s'améliorent de jour en jour. Nous pensons que les deux volets principaux de notre coopération avec la Guinée, l'éducation de base et la santé de base, sont vraiment nécessaires comme base pour un vrai développement de ce pays. C'est un investissement dans la population, avec l'enseignement de base en particulier, l'investissement dans les enfants, l'avenir de votre pays. Dans l'ensemble, ce sont les premières écoles réalisées au niveau de la plupart des localités bénéficiaires. Un acte qui rime avec l'engagement du gouvernement guinéen, celui d'assurer l'éducation primaire universelle à tous les enfants en âge d'aller à l'école. Je suis très heureux aujourd'hui de réceptionner les 88 écoles et qui naturellement vont d'abord permettre de booster le taux de scolarisation, parce que ces enfants qui naturellement faisaient des kilomètres pour avoir accès à l'école vont aujourd'hui bénéficier d'une école à proximité. S'il y avait 10 élèves, 15 élèves, 20 élèves qui finissaient le cycle de l'école primaire, le fait d'avoir l'école à côté va naturellement permettre à 100, à 200, à 300 de finir le cycle du primaire. Selon les responsables scolaires de ces localités bénéficiaires, plus de 1000 inscriptions ont été réalisées seulement pour cette première année. Les responsables du ministère de la Ville poursuivent leur opération de déguerpissement des voies publiques. Après la banlieue, la machine se fait entendre dans le centre-ville. Les quartiers comme Sandervalia, Boulbine, Temineta et Sans-Fil sont débarrassés de leur encombrement physique. Le ministre Lunsenia annonce un plan d'aménagement des espaces libérés. Ça, Martin Francinaduno pour plus de détails. À l'image des autres villes du pays, manque d'espace vert. Pire, les emprises ne sont pas aménagées pour permettre aux piétons de circuler librement. À Kaloum par exemple, baraques, restaurants et buvettes envahissent la chaussée. À cela s'ajoutent les parcs d'automobiles qui obstruent les trottoirs. Un plan d'aménagement des espaces déjà libérés est envisagé. Dans les mois qui suivent, là, nous allons commencer les aménagements de ces places publiques et ou de ces trottoirs. Il n'a aucun intérêt de garder ces gravats-là, parce que sinon, ça va renchérir le coût de l'aménagement pour les entreprises, les PME, qui vont bénéficier de ces contrats. Enclenché il y a près de 2 mois par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'opération de déguerpissement des voies publiques se poursuit à Sandarvalia, Temenetaï, Boulbiné et Sans-Fil. Cette politique de récupération et de sécurisation des domaines publics rassure les populations quant à la restauration de l'autorité de l'État. Même moi je suis concerné. Hein? Ma chambre est partie. Mais comme c'est la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Donc j'accepte. Et je veux que tout le monde accepte.
parce que c'est l'intérêt des Guinéens, de nous tous. Pendant 2 semaines, la machine de l'habitat va débarrasser Kaloum de ses encombrements physiques. Justement, dans la haute banlieue de Conakry, la mesure qui vise à désengorger les artères publiques tarde encore à se concrétiser. Déjà, il y a à peine quelques semaines, les abords de la voie publique sont à nouveau investis par des marchands. À Anta, par exemple, les administrateurs du marché sont pointés du doigt. Voici le constat de nos reporters Ousmane Ba, Bernard Tonguino. Ici au marché Anta, les abords de la voie publique sont à nouveau envahis. Enfin, je les ai rencontrés, je les ai dit, pour le moment, ceux qui sont assis dans la rue comme ça, il ne faut pas qu'on l'encourage. Comment l'encourager quand ils demandent le taxe au bord de la route? Comme ça, et ils vont penser qu'effectivement, ils ont assuré. Les administrateurs du marché incriminés n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Ce vendredi, nous avons été témoins des dérapages de ces camions remorques qui a heurté cette moto avant d'être maîtrisé. Et depuis qu'il y a eu l'accident, là où il y a eu plus de 20 et quelques morts, le quartier avait décidé de rester très mobile pour pouvoir dire aux gens de ne pas s'installer au bord de la route. Nous avons essayé de voir quelles sont les modalités qu'il faut pour pouvoir dire aux gens de quitter et les sensibiliser. Si à Kaloum, l'opération déguerpissement se poursuit de plus belle, dans la haute banlieue de Conakry, la pérennisation de cette mesure se heurte à des vieilles habitudes qui ont toujours prévalu sur la rigueur de la loi. Dans l'actualité encore, en plus de son cadre idéal, la Plaza Diamond est aussi un espace de débat. L'administration de la Cité internationale de Conakry organise une conférence autour de l'investissement immobilier. Une conférence animée par le directeur du bureau de presse de la présidence, qui est aussi un expert immobilier. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. China Drill Group continue à donner le meilleur de lui-même pour satisfaire la clientèle. La nouvelle approche de cette volonté est un débat sur l'investissement immobilier à l'adresse des visiteurs et clients. Une conférence tenue par le directeur du bureau de presse de la présidence. Il n'est de doute pour personne que Diamond Plaza a une localisation, a un emplacement idéal pour, sans faire la publicité, qui est idéal à Conakry, bord de la mer, grande circulation, quartier paisible, et en plus, c'est un quartier qui est à la périphérie du centre directionnel. Normalement, toute l'administration doit déménager à Koloma. Donc ça va être le quartier administratif et le quartier centralisé qui va certainement damer le pion à Kaloum si le programme du gouvernement se réalise un jour. Donc l'emplacement est idéal. Le conférencier a aussi donné l'importance des 7 caractéristiques physiques et économiques de la propriété immobilière. Pour Moussa Sissé, tous ces acquis se trouvent à la Cité Plaza. J'avais fait acquisition d'un domaine à Plaza. Il y a le bénéfice au cours des années va s'accumuler et va augmenter. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés à acquérir un domaine à Plaza, je crois que c'est l'un des meilleurs investissements puisque la transférabilité aussi est sûre. Au centre commercial de Plaza Diamond, 80% des boutiques sont achetées. Les 3 premiers mois d'acquisition de ces locaux commerciaux sont offerts aux clients sur la base de la gratuité. La phase 2 du programme d'appui aux communautés villageoises est à l'étude. Le comité de pilotage de ce programme se concerte. La coordination du PACV3 annonce des innovations en 2016. Mohamed Lamine Kamara nous signe ce reportage. En 2015, le programme d'appui aux communautés villageoises dans sa phase 3 s'est pleinement investi pour le développement local des collectivités du pays. Plusieurs micro-projets ont été réalisés dans ces zones d'intervention. Des formations ont été également assurées en faveur des acteurs locaux. Pour l'exercice 2016, le programme entend apporter plus d'innovation dans ses interventions et son mode opératoire pour l'amélioration de la gouvernance locale en Guinée. On avait une prévision de 5 700 000 € pour 2015. Ce budget a été exécuté à hauteur de 53%. Nous comptons donc rattraper ce retard dans le budget 2016
que nous avons planifié pour 8 300 000 euros. À travers ce comité de pilotage, l'occasion a été mise à profit par le département de tutelle pour réitérer toute l'attention que le gouvernement accorde à la qualification du processus de décentralisation et de déconcentration en Guinée. Le PACV est essentiel pour la promotion de la décentralisation à travers un appui sans faille à la mise en œuvre de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement. La connaissance de ce comité, de l'inscription dans la loi des finances 2016 de la création du Fonds national de développement local qui doit être géré par un EPA, un établissement public à caractère administratif. Durant 6 heures de débat et de suggestions constructives, les membres du comité de pilotage du PACV3 ont abouti à des résultats concluants conformément à la vision du gouvernement en matière de développement local. À présent, cette rencontre à la primature entre le chef du gouvernement et les leaders politiques des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel, ces leaders de la mouvance s'engagent à accompagner le gouvernement Lula dans son programme de société. Ousmane Bangoura, Ousmane Souma. Ils sont tous leaders de partis politiques. Ces militants et sympathisants des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel sont venus chez le Premier ministre pour lui réaffirmer leur engagement à accompagner le gouvernement de Mamadi Youla pour la réussite de sa mission. Nous avons effectivement accompagné le président professeur Alpha Condé aux élections présidentielles de 2015 et nous maintenons notre position. Nous n'avons pas de position, nous n'avons que cette position qui nous a conduit à le soutenir aux élections présidentielles. Nous le soutenons dans l'exécution de ce vaste programme de société. Nous sommes là, les partis alliés, toujours nous sommes prêts à œuvrer dans le bon sens derrière le professeur Alpha Condé. Le coordinateur des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel a mis à profit cette rencontre pour rappeler le travail abattu. Il faut accompagner le président. On l'a accompagné avant et après, et toujours pendant, et donc on est là, on ne bouge pas. Le Premier ministre, Mamadi Youla, a vivement apprécié et salué cette démarche. En plus bref, le projet de formation des jeunes leaders fait du chemin en Guinée après Koya Fourikari. 250 jeunes venus des différents quartiers de Conakry et d'Ubreka reçoivent une formation sur l'alerte maximale. Le concept vise à sensibiliser les ménages sur les maladies épidémiologiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À Daboula, les rideaux sont tombés sur la 2e édition de la Ziara de Bisikrima, un événement islamique qui traduit de la valeur spirituelle de cette religion. La retraite religieuse de Bisikrima a permis aux érudits de défendre l'islam face à la montée du djihadisme. Abdoulaye Ningelande Diallo et l'âge Sekou Sibi de retour de Daboula. Pendant 3 jours, la sous-préfecture de Bisikrima était le centre d'attraction des fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs. Devant la grande mosquée, les érudits venus du Mali, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo ont traduit la parole de Dieu basée sur les principes fondamentaux de l'islam. Nous devons aussi chercher à savoir comment transmettre le message de l'islam. Parce qu'il y a ceux-là qui ont acquis bien sûr une connaissance, mais il leur manque de la sagesse, donc ils transmettent, ils déforment l'essence de certains enseignements de l'islam, ce qui crée le radicalisme, l'extrémisme, ainsi de suite, qui nuit aujourd'hui à l'image de l'islam authentique. Donc il faut bien connaître l'islam, il faut que la connaissance soit mélangée avec la sagesse, parce qu'on ne prêche pas l'islam parce qu'on a la foi, hein. On doit prêcher l'islam parce qu'on a la connaissance et la sagesse. Pour les initiateurs, l'organisation de ce grand rendez-vous islamique devrait permettre aux musulmans de freiner l'ignorance qui est souvent source de division au sein de la religion. Si on n'appelle pas des grandes personnalités comme ça pour parler de l'islam dans notre pays, pour expliquer qu'est-ce qu'est l'islam, quand les enfants ne comprennent pas l'islam, ne comprennent pas le Coran, vraiment, les gens qui sont mal intentionnés vont leur faire des lavages de cerveau, vont leur mettre sur des chemins qui ne sont pas des chemins de l'islam. L'islam est la religion sans frontières, sans ethnie. Quand vous discutez de la religion, il n'y a pas de barrière, vous comprenez. Et ça fait venir à cette religion sa valeur
d'antan qui est la paix, l'amour, la cohésion et l'entraide. Au terme de cette retraite islamique, les participants ont formulé des prières et des bénédictions pour la paix et l'unité des peuples africains. Plus de 50 cases parties dans les flammes sur le triste bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans le village de Karako, une des localités de Kouroussa. À l'attente des bonnes volontés, les sinistrés dorment pour le moment à la belle étoile. La Faye Yassila, Adama Elza Traoré. Ici à Karako, dans la sous-préfecture de Douako, dans Kouroussa. Contre toute attente, ce dimanche 24 janvier à 10 h, un incendie se déclare dans une des cases de Moussa Kourouma. Nous étions dans la maison avec un enfant malade. Ma femme est allée par 2 fois pour le regarder. La 3e fois, elle m'a alerté comme quoi il y a le feu. Je suis sorti, je n'ai vu personne. Donc comment l'incendie s'est produit? Je ne sais vraiment pas. Les cases sont stockées, les riz, l'arachide, le manioc sec, bon, les patates, plus les habits, bon, mais rien n'est sorti. L'autre côté du village a pris feu par une étincelle transportée par le vent. Le doyen Karim Idrissa Kaba est sauvé de justesse. Au total, 30 cases et leur contenu ont été calcinés par le feu. La chaîne de solidarité se met en place pour venir aider les victimes de l'incendie. Je profite de votre micro de dire au gouvernement, des personnes de bonne volonté, des institutions, de venir au secours. En cette période de grande récolte, plus de 50 familles se trouvent sans toit ni nourriture. Elles ne comptent que sur les personnes de bonne volonté. Un comité de crise est constitué à cet effet. Enfin, sport foot, le Sili local face à son destin ce dimanche au compte des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Les poulains de Kamfouri Lapé Bangoura vont défier les Chipolo Polo de la Zambie, un match qui risque d'être électrique. Kadiatou Traoré, envoyé spécial. Cette rencontre des quarts de finale s'annonce difficile vu la performance de deux équipes opposées. Les Chipolo Polo de la Zambie ont fait un parcours moins impressionnant avec une attaque moins productive, 2 buts marqués en 3 matchs contre une défense très coriace et opaque, 0 but encaissé. De l'autre côté, le Sud de Guinée a une attaque prolifique avec une défense fébrile. 5 buts marqués contre 4 encaissés en 3 matchs. La bataille du milieu risque d'être rude avec deux équipes qui pratiquent un football différent. Je tiens toujours à être optimiste. Je respecte l'adversaire, c'est bien vrai. Mais je crois que j'ai une équipe qui est tout à fait prête pour l'échéance de demain. Mais sans oublier qu'on est certes un peu handicapé. On aura 3 joueurs absents, 3 joueurs importants. C'est le Camara Gogo qui a écopé de carton jaune. Aboubakar Léo Camara aussi qui a écopé de carton. Anseni Camara Cantona aussi qui est blessé. Mais comme c'est un banc qui est très riche, on sera adapté et pouvoir le remplacer par d'autres. En attendant le match de demain qui est prévu à 18 h heure locale et 16 h temps universel, le Sili continue sa concentration au bord du lac Kivu. Comme pour dire, à défaut de la mousson, le vent du lac peut aussi apporter de la fraîcheur. Bon vent à notre équipe. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À bientôt, Inch'Allah.